Merci beaucoup d'être venu témoigner à l'ouverture de cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes donc le fameux huissier de justice, acquitté. Oui. Vous êtes acquitté aujourd'hui, plus aucune charge ne pèse sur vous. Oui. Malgré ça, cette semaine, on l'a vu, vous avez tenté de mettre fin à vos jours. Tout d'abord, comment vous allez aujourd'hui, quelques jours après votre tentative de suicide? Je vais beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'on a ce passé, maintenant ce passé de l'affaire Doutreau, ce passé judiciaire qui est parfois très lourd à porter, et parfois je ne vais pas bien, je prends conscience de tout ce qui m'est arrivé, et j'ai des périodes de dépression. On pourrait penser que tout ça vous a libéré d'une certaine manière. Aujourd'hui, aux yeux de l'opinion, vous êtes une victime. Alors tout à fait, c'est vrai qu'actuellement on est libéré. Le fait que l'on ait eu les excuses du président de la République, du garde des Sceaux, du Premier ministre, qu'on ait été reçu à Matignon, qu'il y a une commission parlementaire qui nous a écoutés, je crois qu'il nous a entendus. Tout ça c'est important, tout ça fait partie d'une reconstruction, tout à fait. Quand vous perdez pied, il se passe quoi? Vous dites, je souffre d'un syndrome post-traumatique, il m'arrive de revoir des scènes violentes de ma garde à vue et de ma détention. Tout à fait. Il y a des moments où vous demandez à quoi bon vivre, simplement? C'est-à-dire qu'il y a des moments où mon esprit s'égare et je n'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais parce que je revis tout ce que j'ai vécu pendant ces 4 ans de galère, pendant ces 4 ans de souffrance. Et on a des images fortes, des images d'une garde à vue violente, des images où on m'arrache mes enfants, où je ne les revois que mes 2 petits au bout de 3 ans. Et tout ça, c'est très, très difficile. Est-ce qu'on vous aide psychologiquement? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique avec des gens dont c'est le métier et qui vous aideraient à aller mieux, à reprendre goût à la vie, à essayer de trouver des buts, des objectifs? Il y a ça? Alors j'ai des amis qui m'entourent, je suis actuellement salarié dans une étude d'huissier et cet ami me propose l'association. Donc au niveau professionnel, je vais retrouver un travail. Mais d'un point de vue d'une structure plus médicale, plus psychologique? Plus médicale, oui, je suis suivi par un médecin, un psychiatre et puis un psychomotricien. Là, vous avez dit cette semaine que ce qui vous a fait basculer pour, et comme ça, tenter de mettre fin à vos jours, c'est une altercation avec votre fils aîné. Vous dites que votre fils aîné, on m'a rendu un fils asocial, déscolarisé, bousillé, il ne veut pas revenir dans la société. Il a quel âge, votre fils? Alors, mon fils va avoir 18 ans dans 2 mois. Donc ça est arrivé en pleine adolescence, le procès Doutreau. On est arrêté l'enfant à 13 ans et demi. Et à 13 ans et demi, on vient dire à mon fils que ses parents vont en prendre pour 20 ans, que ce sont des criminels, ils ont violé des enfants. C'est l'âge où l'enfant se construit et c'est l'âge où on va venir l'arracher à ses parents. Et cet enfant va être de famille d'accueil en foyer. Immédiatement, il a tout de suite été placé en famille d'accueil. Mes 3 enfants ont tout de suite été placés. On a dû se battre pour que les 2 petits notamment arrivent à retrouver un lien familial parce que notre famille pouvait les recevoir, mais on a préféré les placer, les mettre, on a cassé la fratrie. Et les 2 petits, là, ils sont chez leur maman, les 2 qui vous êtes séparés? Voilà, les 2 petits sont chez leur maman. Et le grand, celui avec qui vous avez eu cette altercation? Le grand est avec moi. Il est avec vous? Oui. Et quand vous dites on a une altercation, c'est de quel type? Alors, c'est pas une altercation. J'ai vu mon grand, et puis mon grand m'a expliqué un peu ce qui s'était passé pendant les quelques jours où j'étais absent. Et puis, j'apprends qu'il fait les pires bêtises. Vous savez, comme on aime éperdument un enfant et que d'un coup, on voit qu'il se détruit, qu'on a beau lui tendre la main, que ma main glisse dans la sienne, que je n'arrive plus, ça me travaille beaucoup. C'est pas que ça me culpabilise, mais je me sens impuissant devant cet enfant. Je ne sais plus comment je dois faire, comment je peux faire pour l'aider. Et quand vous décidez de partir, de tenter de mettre fin à vos jours, vous lui envoyez un SMS, vous lui mettez « Je ne te comprends pas, je suis en train de te perdre, je te dis au revoir ». C'était quoi? C'était une bouée quand même que vous lui envoyez, histoire qu'il vous rattrape, hein? Je ne sais pas comment j'ai écrit cet SMS. Mon fils, j'en suis fortement attaché. Et j'ai envoyé cet SMS parce que je voulais lui dire au revoir, je voulais au moins lui dire à lui. Quelle image il a de son père, ce fils aîné? Je ne sais pas quelle image il a de moi. Je crois, je lui dis souvent, Mathieu, essaye, on va se reconstruire tous les 2. Moi, ça y est, je vais commencer à m'en sortir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Prends les portes avec moi, viens avec moi, suis-moi, on va y arriver, on va faire quelque chose. Et cet enfant, non, ne comprend pas. Il a des problèmes de toxicomanie? Ce n'est pas des problèmes de toxicomanie, mais ce sont des problèmes de... il fume un peu du shit, donc c'est... Et j'ai peur que ça aille plus loin, parce qu'au début, c'est un de temps en temps, ensuite, c'est un tous les jours, et ensuite, c'est quoi? Et tout ça, j'ai peur.
Aujourd'hui, on a vu tout ce par quoi vous êtes passé. Il y avait une affaire dans l'affaire, puisque votre deuxième enfant vous a accusé d'acte pédophile le concernant. C'est de ça dont vous avez été blanchi là, en appel cet automne. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui ce qui a fait que votre deuxième petit garçon ait pu vous accuser manifestement à tort? Cet enfant me l'a expliqué d'abord à un psychiatre. L'enfant, c'est pas se venger, mais comme il me dit, parfois il me dit « Papa, je croyais que tu m'aimais pas. Tu n'étais jamais là, tu faisais que travailler, tu étais toujours absent, tu jouais pas avec moi. » Et cet enfant me l'explique, vient ensuite l'expliquer, et il me manquait encore quelque chose que je ne lui avais pas dit et que je lui ai dit ici, quand on est passé à la cour d'assises à Paris, c'est que je lui en voulais pas. Et l'enfant ensuite me l'a dit « Merci papa ». Votre ex-épouse, qui elle aussi a été condamnée à tort, est en train de reconstruire sa vie. Apparemment, elle a un compagnon, elle a déménagé. Vous êtes resté à Outreau. Vous avez pu commencer à reconstruire même une vie sentimentale, Alain? Ou alors vous n'avez pas encore réussi ça, vous? Mon épouse, donc là je suis actuellement en séparation de divorce, effectivement elle a reconstruit quelque chose en Bretagne. Moi je n'arrive pas à avoir de vie affective stable. Je n'arrive pas de ce côté-là à me stabiliser. À qui vous en voulez aujourd'hui? On a bien compris que toute votre vie a été bouleversée, aussi bien votre vie sentimentale, affective, familiale, mais également votre vie professionnelle. Vous en voulez à quelqu'un aujourd'hui? Le fameux juge Burgot qui est montré du doigt et qui prend pour un peu toute la machine judiciaire. Vous en voulez à lui particulièrement, vous? Moi, ce que je ne veux pas, c'est que le juge Fabrice Burgot devienne un bouc émissaire. Effectivement, le juge Burgot est le premier responsable de ce fiasco judiciaire, mais ce n'est pas le seul responsable. Il y a toute une chaîne qui n'a pas fonctionné. Il y a un procureur de la République qui n'a pas fait son travail. Il y a une chambre de l'instruction qui n'est pas venue contrôler. Je crois savoir qu'il y a environ 50 magistrats qui sont intervenus dans ce dossier. Mais comment 50 magistrats n'ont pas réussi à voir? Vous irez à son instruction. On a entendu tout à l'heure dans le journal de Catherine Matoche, dans le 19-20, que le prêtre Viel, lui, a décidé de ne pas y aller à son instruction. Vous allez y aller? Alors, ce n'est pas son instruction, c'est c'est l'audition, pardon. Son audition, le 8 février. oui, moi, je veux aller à son audition. Je veux entendre ce qu'il a à dire, parce qu'il a certainement peut-être des choses à dire qu'il n'a, pour l'instant, jamais dit. Son interview dans l'Express, qui a été mal ressentie, où grosso modo, il dit qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher, où il ne veut pas s'excuser. Vous l'avez pris comment? Deux choses. Qu'il ne veuille pas s'excuser, moi j'en suis pas étonné, parce que j'ai toujours eu affaire à un juge qui était froid, qui était hautain, donc ça fait partie de sa personnalité de ne pas s'excuser. Ce qui me fait plus peur, c'est lorsqu'on lit qu'il considère qu'il n'a fait aucune erreur, ça veut dire que si demain ce juge, des nouveaux juges d'instruction, était confronté à la même réalité, il ferait les mêmes erreurs. Donc il aimerait de nouveau mettre des innocents en prison. Et ça, c'est grave. C'est grave pour les libertés fondamentales. Vous en attendez quoi de cette commission parlementaire? Cette commission parlementaire, je me dis toujours, la justice est rendue au nom du peuple français. Cette commission parlementaire est constituée de députés. Les députés sont l'émanation du peuple. J'en attends beaucoup. J'en attends qu'il y ait des réformes. J'en attends que les responsables de ce dossier soient identifiés. Traîner en justice? Non, ce n'est pas traîner en justice, mais il faut savoir où ça n'a pas été, s'il y a eu un dysfonctionnement judiciaire ou s'il y a surtout eu des carences humaines. Vous, là, vous en êtes à votre troisième tentative de suicide, Alain Maréchaux. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être sorti du tunnel, là? Ce soir, vous avez l'air bien. Ce soir, je suis bien. Alors, vous avez un visage apaisé. Oui, alors il faut que moins torturé que la dernière fois vous étiez venu nous parler de ce livre, Alain Maréchaux, Chronique de mon erreur judiciaire. Oui. Là, vous étiez encore rongé de l'intérieur. Là, ce soir, bizarrement, une semaine après avoir pris des médicaments, on vous sent beaucoup plus apaisé. J'ai revu ensuite mon fils aîné, nous avons parlé de ce qui s'était passé, et là je viens de passer un week-end avec mes deux petits-enfants. Donc c'est ce qui vous reconstruit? Et c'est ce qui me reconstruit. En fait, vous repartez à chaque fois pour un tour dès que vous reconstituez la famille familiale, la cellule familiale. Dès que j'ai mes enfants avec moi, dès que j'ai mes enfants près de moi, c'est là où est mon bonheur. Moi, cette affaire, j'ai été conscient que je n'ai pas été un père présent. Je n'ai pas vécu avec mes enfants, mais à côté de mes enfants. J'ai trop travaillé. J'ai pensé qu'à mon... Je me suis trempé dans mes priorités. Et c'est vrai que je me dis, maintenant, j'ai peut-être du temps à rattraper. Et puis, surtout, mes enfants. Arlette Laguillet, les dysfonctionnements de la justice, j'imagine que ça vous inspire? Oui, enfin, Alain Maréchaux l'a dit d'ailleurs, effectivement, il y a un juge, mais il y a tout un appareil judiciaire qui s'est trompé, la police aussi. On a vu dans tous les témoignages extrêmement bouleversants qu'on a entendus à la télévision combien d'un bout à l'autre de la chaîne policière, de la chaîne judiciaire, il y a eu un mépris, moi je trouve,
profond, parce que vous êtes tous les accusés d'Outreau, des gens modestes, des couches populaires, et on ne traite pas les grands de ce monde de la même façon dont on vous a traité. On en a encore une preuve en ce moment avec le procès sur les HLM de la ville de Paris, sur l'OPAC, sur tout ça. Enfin, on reçoit ici aussi des grands de ce monde qui nous expliquent que la justice les a malmenés. On ne traite pas pareil. Excusez-moi, le notaire de Bruyères-en-Artois, c'est un notable. Le problème, c'est les mouvements d'opinion, vous le savez bien. Là, il y avait la pédophilie, c'est quelque chose de très sensible. Et il y avait, au-delà des hommes qui ont commis des erreurs, il y avait peut-être dans l'esprit des gens en général, tout à coup une espèce d'emballement parce qu'il y avait eu l'affaire en Belgique. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le monde, j'imagine que les flics qui sont allés chez vous dire ouvrez police, etc., étaient dans cet état de supervision. J'ai pas envie d'excuser. La présomption d'innocence, ça existe. Oui, pour tout le monde et aussi pour les notables. C'est absolument inadmissible comme on a traité ces gens. Absolument inadmissible. Moi, je voudrais dire que en France, moi, ce que j'ai vécu, que la présomption d'innocence n'existe pas. C'est une présomption de culpabilité. Et même pour nous, ça n'a même pas été une présomption de culpabilité, ça a été une culpabilité. Alors, ou on nous dit que la présomption d'innocence n'existe pas, ou alors on l'applique.